Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Donc la question c'est est-ce qu'il y a une sagesse conventionnelle sur une sorte de lieu commun dans l'investissement en seed, en early stage, sur laquelle tu n'es pas d'accord et est-ce que cette croyance contraire, en tout cas de ta part, sur la stratégie d'investissement de Seedcamp, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que t'as une idée de tout ça? C'est une excellente question. C'est pas nous, c'est ChatGPT. Ouais. Donc tu peux le dire. Je prends le compliment. Clémence a bien prompté ChatGPT du coup. Alors, je pense que il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est d'un point de vue de la recette en fait pour le succès. Je pense que il y a pas mal de fonds qui ont, disons, des a priori sur, disons, peut-être le fait qu'il faut une certaine nomenclature de team pour aller sur vraiment une grosse exit, ou qu'il faut avoir un sales, par exemple, un financier et un tech, ou par exemple, ouais. Ou alors que par exemple sur du enterprise software, si tu vends à des grosses boîtes, tu peux pas être quelqu'un qui est sorti du nid et qui a pas une expérience et peut-être une crédibilité dans ces conversations-là, ou que voilà, les second time founders vont forcément avoir un plus grand succès que les first time founders. Nous, je pense qu'on a la chance d'avoir un grand échantillon, et à chaque fois qu'on a essayé de se poser et de réfléchir à voilà, c'est top 25% du portefeuille, mais même les top, disons, 5% du portefeuille, en fait, on se rend compte que le succès, il peut venir sous toutes les formes, en fait. On a des drop-out de l'Uni qui ont monté des boîtes énormes. On a des gens qui ont quitté l'université, voilà, en cours. Ouais. Exact. On a des gens qui avaient... le fondateur de UiPath, la boîte que j'ai mentionnée avant, ça faisait en fait 7-8 ans qu'il avait une agence. Et donc, il bossait en fait pour des clients de grande taille à l'international, à essayer leur aider sur des processus de voilà, automatisation dans ces grands groupes, etc. Et en fait, il avait d'abord développé cette solution à l'interne pour essayer d'être plus efficient, et il s'est rendu compte qu'un de ses clients était intéressé par ce qu'ils avaient développé à l'interne, et il s'est dit, mais en fait, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Et c'était pas du tout le profil, disons, standard de l'entrepreneur. Et donc, c'est vrai que ça, je pense que c'est un élément important. Et après, l'autre chose qui me venait en tête, c'est le fait que, en fait, c'est souvent vu le early stage comme sport individuel, et moi, je le vois plus comme un sport d'équipe, en fait. Donc je pense que ça, c'est l'autre élément clé qui est aussi assez proche de l'ADN Seedcamp, et qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Et sport d'équipe, tu le vois notamment à l'interne chez Seedcamp, ouais, et aussi potentiellement avec, j'ai l'impression, d'autres VC. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une tendance, tu l'as pas dit, mais on le sentait dans le marché, qui est quand tu viens en seed, si tu crois très fort à un truc, tu veux tout le premier tour. Enfin, j'exagère un peu, mais... Ouais, exact. Ouais. Il y a beaucoup de fonds qui font ça. Et nous, en fait, c'est vrai que on a toujours eu une approche assez différenciée là-dessus. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose dont on bénéficie réellement, parce que maintenant que l'écosystème est plus mature, qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui sont prêts à faire des chèques, que tu as peut-être aussi des micro-fonds spécialisés sur certains secteurs qui mettent des plus petits chèques, etc. En fait, l'entrepreneur, il a plus cette crainte, comme il avait il y a 5-8 ans, de « Ah, mais est-ce que j'ai trop de lignes sur... ma cap table, j'ai plus de 5 invests, ça va pas, il faut que je garde ça de manière assez concentrée au début, il y a un risque, un tel commence à m'emmerder avec voilà, du reporting ou autre chose. C'était des choses qu'on entendait fréquemment en 2015-2016, et avec la maturation de l'écosystème, en fait, maintenant, c'est plus des questions qui se posent. Nous, on peut nommer 100 invests en Europe qui sont
très très bons sur le early stage, sont spécialisés là-dessus, ils comprennent les enjeux, ils vont pas être là pour emmerder l'entrepreneur, mais en même temps, ils vont être sur des questions clés, amener des bons conseils et on va avoir un réseau qui est vraiment positif. Et je pense même à l'interne, pour nous, il y a beaucoup de fonds où en fait, c'est chaque partenaire a, disons, sa relation avec quelques boîtes et puis c'est un peu la concurrence à l'interne. Nous, on a réussi, et c'est quelque chose où il faut constamment bosser dessus, mais on a réussi à créer, je pense, quelque chose où c'est pas l'approche, c'est vraiment un sport d'équipe. On sait que même si parfois l'un de nous peut être moins positif sur un investissement ou quelque chose, à partir du moment où on a investi, on travaille tous ensemble pour le succès de cette boîte. Il y a des red flags, il y a des trucs qui tout de suite, quand tu vois ça, c'est no-go. Ça peut arriver, ouais. Il y en a. Et il faut que tu me les cites. Ouais, alors les red flags... Si je te dis je vais monter le Uber ou le Facebook du... Alors bon, ça, je pensais même pas à ça. Je pensais plus, tu vois. Alors oui, il peut y avoir des sujets où on va juste être moins chaud dessus, mais ça, c'est normal. Les red flags, je pense que, par exemple, nous, en 2023, c'est très facile d'avoir, peut-être une première version de ton produit, d'avoir, même si t'es pas technique, il y a des outils no-code, etc. Et quelqu'un qui nous dit, voilà, ça fait 3, 4, 6 mois que je bosse là-dessus et qui vient avec un deck et le fait qu'il a fait de la market research, mais c'est à peu près tout. Ça, généralement, c'est pas un bon indicateur. Il y a une sorte de proof of concept en ligne, même quoi, pas une version. Forcément, dans le sens que ça n'a pas besoin d'être un client, mais on a besoin de voir que la personne avec des ressources quasiment non existantes au stade auquel ils viennent nous voir, parce qu'ils n'ont encore rien levé, a réussi à déjà, à petite échelle, bouger des montagnes, entre guillemets. Donc, à avoir des conversations avec des gens qui vont être, disons, clés pour son projet, à peut-être convaincre une ou deux personnes de rejoindre l'aventure en tant que premier employé, ou au moins... dès qu'on aura le financement, qui sont prêts à rejoindre l'aventure, c'est très différent de, je pense, juste venir avec une présentation et dire voilà, j'ai un concept. Ouais. Est-ce qu'au final, on se rend compte que l'idée, tout le monde a des bonnes idées, mais c'est pas ça qui fait la différence. Ouais. Si je te dis je voudrais envoyer des fusées sur Mars, j'y pense depuis 8 ans, c'est mon obsession. Regarde, j'ai écrit 800 pages sur le sujet. Tu t'en fous. Si je te dis en revanche, je voudrais faire ça, mais j'ai Thomas Pesquet on board et puis 8 astrophysiciens et je sais pas, des spécialistes moteurs aérodynamiques qui sont avec moi, là tu vas te dire peut-être c'est cool. Ouais, clairement. Et je pense que ce côté un peu, on parle du hackiness, le fait de avec peu de choses, réussir à démontrer que tu peux faire beaucoup et que tu as déjà une certaine, même si c'est un stade très tôt, vélocité d'exécution, ça c'est important. Et donc, du coup, pour revenir à ta question du red flag, quand on n'a pas l'impression qu'il y a une quelconque vélocité, que le fondateur est plus dans l'attente d'avoir cette première injection en capital pour ensuite vraiment commencer les choses sérieuses, ça c'est un énorme flag pour nous. Si tu avais un gros conseil à donner à des founders ou un conseil que tu donnes souvent, il y en aura un qui revient souvent? Alors, l'un des conseils que je me retrouve à donner assez fréquemment, c'est en fait, je pense que souvent j'ai des fondateurs qui me disent, et ça c'est parfois 6, 12, 18 mois dans l'aventure déjà, après qu'on ait investi, mais si je pars en levée, je vais pas réussir, je sais pas comment le business va survivre pendant 6 semaines sans que je sois là au quotidien, ça va être super compliqué, etc. Et pour moi, c'est souvent en fait, disons, une conversation à ouvrir sur la faculté à déléguer en fait. Et je pense que ça, c'est un assez gros sujet où en tant qu'entrepreneur, tu auras probablement une tendance naturelle à vouloir tout faire, et au début, ça peut être très utile, mais déjà, lorsque tu as une équipe de 8, 10, 12 personnes, on a encore trop d'entrepreneurs qui se retrouvent à un peu mettre la main dans plein de sujets différents et à se sentir un peu, entre guillemets, indispensable, quand je pense que le rôle d'un bon manager, c'est en fait justement de faire en sorte que à terme,
il puisse se retirer et que les choses roulent même quand il est plus là au quotidien. C'est ça la preuve que tu as réussi à empower tes équipes, à déléguer de la bonne manière, à faire aussi croître tes talents à l'interne. Et je pense que ça, c'est assez clé.